Donc ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Paulin Ismar, qui est maître de conférence à l'Université de Paris 1, la Sorbonne. Donc pour vous donner un petit peu un aperçu de son vécu universitaire. Donc Monsieur Ismar, il a fait l'école normale supérieure à Fontenay-Saint-Cloud, c'est la section lettres, histoire. Il a également fait des séjours de recherche à Princeton et à Harvard, et il enseigne en tant qu'allocataire et puis en tant qu'attaire à la Sorbonne, où il est donc spécialisé en grec ancien, et notamment en démocratie. J'ai vu que vous ne faites pas que des cours de ça, mais ce n'est pas le sujet. Donc en ce qui concerne ces ouvrages, et ce qui nous a amené en fait à faire intervenir M. Ismar, c'est qu'il a publié en 2013 un ouvrage qui s'appelle L'événement Socrate, et il a obtenu plusieurs prix pour ce livre. Donc d'abord le prix du livre d'histoire du Sénat, le prix Émile Perrault-Saucine. Ce livre est également traduit en espagnol, et là plus récemment en 2015 il a publié son dernier ouvrage, La démocratie contre les experts, les esclaves publics des cités grecques. Et là aussi il a raflé des prix, le Grand Prix des rendez-vous de l'histoire des Blois et le prix François de Millepierre de l'Académie française, traduit en anglais. Donc ce soir, M. Ismar, il va nous parler des fondements de la démocratie, et puis après vous pourrez évidemment confronter ces fondements peut-être à la réalité que nous vivons, mais ça c'est pour la discussion. Monsieur Ismar, vous avez la parole. Merci beaucoup, merci de votre invitation et plus généralement de votre accueil. Alors pour introduire mon propos sur le lien entre démocratie et philosophie en Grèce ancienne, je partirai d'un lieu commun ou d'une image d'Épinal. Lorsqu'on prétend être à la fois à tort et à raison les héritiers des Grecs, on considère en particulier avoir hérité de l'expérience grecque deux choses, la démocratie et la philosophie, deux choses que nous pensons intimement liées dans l'histoire du monde grec. Avec l'idée que de la généralisation de la pratique délibérative au sein d'espaces publics, la cité grecque aurait d'un même geste posé les fondements de l'idéal démocratique et constitué en même temps le cadre indispensable à l'apparition de la philosophie. Et d'une certaine façon, Périclès et Platon, en ce sens, seraient intimement liés. Et selon une formule célèbre, celle d'un très grand historien et philosophe, Jean-Pierre Vernant, la raison grecque serait fille de la cité. Je cite Vernant: « Avènement de la police, avènement de la cité, naissance de la philosophie, entre les deux ordres de phénomènes, les liens sont trop serrés pour que la pensée rationnelle n'apparaisse pas, à ses origines, solidaire des structures sociales et mentales propres à la cité grecque. » Et Vernant ajoutait: « C'est sur le plan politique que la raison en Grèce s'est tout d'abord exprimée, constituée, formée. L'expérience sociale a pu devenir chez les Grecs l'objet d'une réflexion positive parce qu'elle se prêtait, dans la cité, à un débat public d'arguments. » Donc, l'exercice de l'usage public est contradictoire d'une parole raisonnée au sein d'une communauté d'égaux, et ce, dès les premiers temps de l'expérience grecque, avant même l'existence archéologique des cités, qu'on date généralement des, disons, 8e, 7e siècle avant notre ère, mais on peut penser aux grandes scènes homériques, par exemple de l'Iliade, dont si on essaie de leur donner une traduction archéologique, on considère aujourd'hui il y a quand même un consensus parmi les historiens pour considérer que le monde social que décrit l'épopée homérique correspond au monde grec d'avant la cité,
probablement le monde grec des 11e, 10e, 9e siècles avant notre ère, ce qu'on appelait autrefois le temps des âges obscurs et que maintenant on appelle plutôt l'époque géométrique. Déjà dans le monde d'Homère, alors que la cité n'existe pas, on voit ces très belles scènes de délibération, des scènes proprement politiques sous les remparts de Troie, où on voit cette communauté d'égaux, de guerriers placés dans une position égalitaire, qui prennent la parole avant, qui prennent la parole, échangent des arguments avant de prendre une décision. Et donc, c'est parce que la pratique délibérative était en fait une donnée constitutive de la vie communautaire que l'usage de la raison à des fins théoriques, dans le cadre de la philosophie, aurait pu s'épanouir en Grèce ancienne. Cette idée, Jean-Pierre Vernant l'a formulée dans plusieurs de ses ouvrages de façon magnifique. Elle peut très certainement paraître fondée, mais grossièrement fondée, ou fondée, disons, à plusieurs siècles de distance, ou à plusieurs siècles et même quelques millénaires de distance. En réalité, cette idée est discutable à plus d'un titre, et je crois que peu d'historiens, aujourd'hui, des historiens de la cité grecque et des historiens de la philosophie, la reprendraient à leur compte. Et ce qui est certain, ce qui est absolument certain, c'est qu'elle aurait paru absolument invraisemblable à un Athénien de l'époque classique, à un Athénien du 5e, 4e siècle avant notre ère. Car en réalité, et il faut repartir de là, et c'est avant tout cela que je vais essayer de montrer et d'expliquer, la philosophie est spécifiquement ou singulièrement dans sa dimension platonicienne, à partir du IVe siècle avant notre ère, avec la philosophie de Platon, s'est pensée comme un corps étranger à la cité. Et sa naissance a procédé d'un refus radical des valeurs et du fonctionnement des institutions démocratiques. Il y a en réalité un dissensus fondateur entre la démocratie et la philosophie. Mais avant d'entrer dans le cœur de cette histoire conflictuelle, à l'époque classique, c'est-à-dire au 5e, 4e siècle avant notre ère, peut-être faut-il revenir très rapidement à son point de départ, c'est-à-dire la Grèce d'époque archaïque, celle qui va du 8e siècle avant notre ère au 5e siècle avant notre ère, c'est-à-dire cette Grèce qui voit l'apparition des cités, de la police comme forme d'organisation de la vie communautaire, avec l'apparition des pratiques de délibération publique dans le cadre d'institutions publiques, d'une part, et d'autre part, période qui voit aussi les premières formes, disons, de pensée rationnelle, avec énormément de guillemets. Enfin, le terme en fait est pas très très adéquat. Enfin, il faudrait en tout cas s'entendre sur ce qu'on comprend sous ce terme, mais des premières formes de pensée qu'on puisse qualifier de philosophiques. Et peut-être, justement, prenons pour point de départ l'invention même du terme de philosophie, philosophia, qu'on doit, tous les textes anciens insistent sur ce point, à un individu en particulier, Pythagore, dans la deuxième moitié du VIe siècle, et c'est ce terme de philosophia que Platon, et peut-être plus vraisemblablement Socrate, son maître, ont repris à Pythagore pour lui donner un sens tout à fait nouveau. Ce qui est intéressant, alors qu'est-ce qu'on sait en fait sur Pythagore et le pythagorisme antique? On sait en réalité peu de choses. On a évidemment des textes très tardifs, qui sont postérieurs de plusieurs siècles à l'existence même de Pythagore, qui retranscrivent des propos, des maximes de l'école pythagoricienne. Mais pour essayer de cerner un tout petit peu quelle a été la nature de l'enseignement de Pythagore, et même quel a été cet homme qu'on appelait Pythagore, la source la plus précieuse est en fait extrêmement tardive. Elle date du 2e, 3e siècle de notre ère. C'est la vie de Pythagore de Jamblique, qui reprend en réalité toute une tradition biographique qui remonte sans doute au 5e, 4e siècle avant notre ère. Qu'est-ce que nous apprend Jamblique sur Pythagore? Que Pythagore serait né
à Samos, en mer Égée, quelque part à un moment dans la première moitié du VIe siècle avant notre ère. Après avoir accompli un long voyage en Orient, il aurait décidé de s'installer en Grande Grèce, et plus précisément en Italie, donc en Grande Grèce, c'est-à-dire en Italie du Sud, et de fonder une première communauté de disciples dans la cité de Crotone. Et Jamblique décrit assez précisément cette communauté pythagoricienne. Il nous explique que dans la communauté pythagoricienne, on ne désignait pas Pythagore par son nom, mais par deux expressions, l'homme ou le divin. Il explique aussi que l'entrée dans cette communauté faisait l'objet d'un rituel d'initiation très long, apparenté en fait à des formes d'initiation au mystère telles qu'elles existaient dans le monde des cités. Et Jamblique décrit un peu ce rituel d'initiation en deux phases. Dans un premier temps qui durait 3 années, le postulant subissait une période probatoire jusqu'au bout de ces 3 années où il avait un statut de disciple dit exotérique. Puis pendant 5 ans, il pouvait suivre l'enseignement de Pythagore sans pourtant jamais le voir, puisque Pythagore était dissimulé derrière un rideau. Et c'est à l'issue de ces 5 années qu'il pouvait devenir véritablement disciple de la communauté, disciple de Pythagore, membre de la communauté. Et la communauté elle-même était particulièrement hiérarchisée, puisqu'il y avait une distinction très claire entre les acousmatiques, qui étaient cantonnés à la gestion des affaires de la communauté, la gestion matérielle des affaires de la communauté, et les mathématiciens, qui, eux, à l'intérieur de la communauté pythagoricienne, étaient libres de se consacrer exclusivement à l'étude et à la réflexion. Cette communauté était fondée sur le culte du secret, supposant l'exclusion de la vie civile, une règle de vie particulièrement rigide, et qui impliquait en l'occurrence le végétarisme, le refus du sacrifice sanglant. Bref, si on suit l'ensemble du récit de Jamblique, et c'est comme ça que les historiens de la philosophie aujourd'hui analysent ce qu'étaient les communautés pythagoriciennes, celle-ci s'apparente en tout point à une secte organisée autour du fondateur charismatique qui était assimilé ou qui avait une position proche de celle d'un gourou. Or, cette construction communautaire originale était inséparable d'un véritable projet politique au cœur du pythagorisme dans les cités où les communautés pythagoriciennes s'étaient implantées. On sait qu'en Grande Grèce, dans 2 cités au moins, à Crotone, où le pythagorisme a pris naissance en tant que communauté, puis à Sybaris, les pythagoriciens ont tenté à plusieurs reprises de renverser le régime politique de ces cités, puisque ce qu'on peut reconstituer un peu de l'histoire politique de ces cités du VIe siècle, c'est qu'à la suite de régimes de type tyrannique, des institutions, semble-t-il, de type proto-démocratique s'étaient installées, s'étaient développées au milieu du VIe siècle. Et c'est contre ces institutions de type démocratique que les pythagoriciens auraient tenté un coup d'État, si on en croit en fait plusieurs sources qui sont tardives mais qui sont crédibles, et Jamblique nous explique qu'une révolution aurait éclaté à Sybaris contre les pythagoriciens, et la communauté aurait dû être dissoute, et certains de ses membres auraient même été mis à mort par les Sybarites. Donc, d'une certaine façon, c'est sous la forme d'une scène éminemment conflictuelle avec les institutions de la cité et avec des institutions de type démocratique que la philosophie pythagoricienne et que l'enseignement pythagoricien, le moment même où la notion de philosophia s'invente, c'est cette invention donne lieu à une scène éminemment conflictuelle entre la philosophie et les institutions de la cité. Il faut toujours, je crois, je reviendrai dessus, mais avoir en tête ce moment pythagoricien pour comprendre ce qui se joue plus tard à l'époque classique, ce deuxième moment fondateur, beaucoup plus fondamental pour nous
dans l'histoire à la fois de la philosophie et de la démocratie, qu'est le moment platonicien. Et pour aborder ce moment d'un point de vue historique, on dispose d'un texte exceptionnel. Ce texte, c'est la lettre 7 de Platon, qui est un texte autobiographique dans lequel Platon, qui est le seul texte véritablement autobiographique de Platon, sur lequel aujourd'hui il existe un consensus parmi les historiens de la philosophie pour reconnaître ou admettre son authenticité, texte autobiographique dans lequel Platon expose la façon dont lui-même, membre d'une famille importante de l'Athènes classique, Platon est né en 428 avant notre ère, il appartient à une de riches familles athéniennes, il était destiné à exercer une carrière politique, et Platon explique dans ce texte comment finalement il en est venu à consacrer sa vie à la philosophie et à s'éloigner des institutions de la cité et de sa vie politique. Je lis ce texte. Au temps de ma jeunesse, j'ai effectivement éprouvé le même sentiment que beaucoup d'autres gens. Aussitôt que je serais devenu mon maître, aussitôt que je serais devenu adulte, m'imaginais-je, je m'occuperais sans plus tarder des affaires de la cité. Or, voici la situation dans laquelle je trouvais les affaires de la cité. Platon, à ce moment-là, décrit les événements politiques à Athènes à la fin du 5e siècle, donc un siècle après que les institutions démocratiques se soient installées à Athènes, et il insiste sur un événement en particulier, le procès qui a été intenté à son maître, Socrate, pour impiété en 399 avant notre ère. Et Platon en tire la conclusion suivante. Les lois écrites et les coutumes étaient corrompues, et cette corruption avait atteint une importance si étonnante que moi, qui dans un premier temps avait été submergé par une grande envie de m'occuper des affaires publiques, je finis, en considérant la situation et en voyant que les choses allaient absolument de travers, par être pris de vertige. Et ce vertige platonicien face à la situation de la cité. À la fin, je compris qu'en ce qui concerne toutes les cités qui existent à l'heure actuelle, absolument toutes ont un mauvais régime politique. Et je fus nécessairement amené à dire, en un éloge à la droite philosophie, que c'est grâce à elle qu'on peut reconnaître tout ce qui est juste, aussi bien dans les affaires de la cité que dans celles des particuliers. Que donc le genre humain ne mettra pas fin à ces maux avant que la race de ceux qui, dans la rectitude et la vérité, s'adonnent à la philosophie, n'ait accédé à l'autorité politique, ou que ceux qui sont au pouvoir dans les cités ne s'adonnent véritablement à la philosophie en vertu de quelque dispensation divine. Platon fait donc, dans ce texte, de la condamnation de Socrate par le tribunal démocratique athénien de 399, l'acte fondateur de la philosophie. C'est cet événement qui le convainc de la situation catastrophique des cités, du caractère corrupteur de la vie démocratique, et qui le convainc que seule la philosophie est en mesure de sauver le monde grec. Il lui faut donc abandonner la politique, et seule une vie consacrée à la philosophie lui paraît digne d'être vécue. Alors, au-delà même de l'événement que constitue la mise à mort de Socrate par les Athéniens en 399, comment penser, aiguillonné par ce texte de Platon, ce divorce fondateur entre la philosophie et la démocratie? C'est un fait indubitable que la philosophie, à travers la figure de Socrate, est apparue aux Athéniens comme antinomique au principe essentiel du régime démocratique, au point qu'ils condamnèrent Socrate à mort. Alors l'opposition existe, ce n'est pas un malentendu, la condamnation à mort de Socrate, et cette opposition est d'abord d'ordre proprement politique. Et elle a trait au rôle joué par le savoir, et là on touche une question éminemment contemporaine ou éminemment actuelle, le rôle joué par le savoir et ceux qui le détiennent dans le fonctionnement du politique. Il n'y a aucun doute que la philosophie politique socratique et dès lors la philosophie politique platonicienne était hostile à la démocratie. Alors pendant très longtemps,
ceux qui s'intéressent pendant très longtemps, disons, les historiens de la philosophie, disons jusqu'au milieu du XXe siècle, avaient tendance à considérer qu'il fallait rigoureusement distinguer la philosophie socratique de la philosophie de Platon, puisque Socrate n'a rien écrit et que une grande partie de ce que nous savons de sa philosophie, nous le savons grâce à tout ce que ses disciples ont écrit, et parmi tous ses disciples, tout particulièrement Platon, s'est développé parmi les historiens de la philosophie, mais disons jusqu'en 1950 ou 1960, l'idée selon laquelle Socrate, la philosophie politique socratique aurait été beaucoup plus favorable, disons, au régime démocratique, et que c'est son disciple, Platon, qui aurait en partie trahi son inspiration et qui aurait donné à l'enseignement de Socrate sa dimension, disons, antidémocratique. Cette idée-là, on en est aujourd'hui totalement sorti. Plus aucun historien de la philosophie aujourd'hui ne la défendrait. Pour la simple et bonne raison que, quand bien même nous laisserions de côté Platon, Socrate avait d'autres disciples qui ont abondamment écrit sur Socrate. La plupart de ces œuvres, des disciples socratiques, nous les avons perdues. C'est les œuvres d'Antisthène, de Phédon. Il nous reste, à côté de Platon, uniquement, quasi exclusivement, l'œuvre d'un autre disciple de Socrate, que les philosophes, pendant très longtemps, ont méprisé, mais qu'ils commencent à redécouvrir. Et cet autre disciple de Socrate, c'est Xénophon. Ce qui est certain, c'est que parmi tous les disciples de Socrate, on retrouve une constante qui était de toute évidence au cœur de l'enseignement de Socrate. Et cette constante, c'est tout simplement, c'est une critique du régime démocratique qui tourne autour de la question de la place accordée à ceux qui détiennent un savoir authentique dans l'organisation de la cité et dans la détention d'un pouvoir de type politique. La démocratie, chez tous les socratiques, est en réalité le nom du régime politique qui conteste au savoir le plus élevé sa légitimité et qui menace, du coup, ses conditions de possibilité. Au point que Platon peut présenter la démocratie comme le régime, le présenter comme la dictature des ignorants. C'est ça le grand scandale démocratique, c'est que dans les enceintes démocratiques, n'importe qui peut prendre la parole, quel que soit son niveau social, mais aussi quel que soit son niveau, disons, de savoir. Et c'est un leitmotiv qu'on retrouve en permanence dans toute la littérature socratique, chez Platon, mais pas seulement chez Platon, chez tous les autres disciples de Socrate. L'idée selon laquelle, pourquoi est-ce que, lorsqu'il faut faire construire des bateaux pour que la cité mène une guerre ici ou là, les Athéniens prennent bien soin de confier cette tâche aux meilleurs des artisans, aux meilleurs des charpentiers, mais lorsqu'il s'agit de prendre une décision beaucoup plus importante parce qu'elle engage l'ensemble de la cité, à l'Assemblée, n'importe qui peut prendre la parole. C'est vraiment le scandale démocratique, et c'est effectivement au cœur du fonctionnement des institutions politiques à Athènes, puisque toute séance à l'Assemblée met en scène cette valeur cardinale du régime démocratique qui est celle de l'iségoria, c'est-à-dire l'idée que chaque individu, chacun des citoyens dans la cité, a un accès égal à la parole en public. Donc une assemblée s'ouvre par un héros, donc un magistrat, pour le dire vite, de la cité, qui descend au centre de l'assemblée avec une couronne sur la tête et qui solennellement ouvre la séance en demandant qui veut prendre la parole. Et n'importe quel citoyen
rassemblé ce jour-là peut prendre la parole, descendre, on lui met la couronne sur la tête et il s'exprime au nom, enfin en tout cas pour le bien de la cité. Du coup, dans cette perspective, il y a deux caractéristiques essentielles du fonctionnement démocratique athénien qui ne cessent d'être critiquées par les socratiques. C'est le principe de la décision majoritaire, évidemment, et autre principe fondamental de la démocratie athénienne, c'est celui du tirage au sort. J'aurais peut-être dû commencer par là, mais juste pour présenter très très rapidement, très brièvement le fonctionnement de la démocratie athénienne, voilà comment sommairement on la présente. Hein. Donc cette démocratie qui naît à l'extrême fin du VIe siècle, on dit que son acte de naissance c'est les réformes d'un certain Clisthène en 508-507 avant notre ère, et démocratie qui s'achève non pas à la fin du IVe siècle comme autrefois on le pensait, mais qui s'achève en fait au tout début du 1er siècle avant notre ère avec la conquête romaine. Hein, la démocratie athénienne est morte de la conquête romaine, elle n'est pas morte d'un dépérissement progressif de ces institutions. Bon, donc c'est une expérience longue, c'est une expérience d'un peu plus de 4 siècles d'histoire dans lequel les institutions en réalité n'évoluent pas tellement et elles sont fondées sur un certain nombre de principes. Donc quand on présente cette démocratie athénienne, on dit traditionnellement qu'elle a 3 piliers: l'Assemblée, les tribunaux et le Conseil. Dans l'Athènes de l'époque classique, celle dont je parle, la communauté civique est composée de peut-être, disons, entre 30 et 50 000 citoyens. Et au début du IVe siècle, peut-être 40 000 citoyens pour une population qui est peut-être, alors évidemment, faire de la démographie antique c'est particulièrement difficile, mais il est possible que la population sur l'ensemble du territoire athénien soit de 300 à 400 000 individus. Donc on a un corps civique de, disons, entre 30 et 50 000 citoyens, peut-être 40 000. Tous ces citoyens peuvent, quand ils le veulent, se rendre à l'Assemblée. Et c'est à l'Assemblée que les décisions importantes de la cité sont votées. Mais avant qu'un texte arrive à l'Assemblée, il y a une institution qui joue un rôle absolument capital, c'est la boulée, ou le Conseil des 500, qui est le texte dans lequel on rédige les décrets qui sont ensuite proposés à l'Assemblée. Alors, l'Assemblée peut amender des textes qui sont proposés à la boulée, l'Assemblée peut proposer des textes qui partent à la boulée, qui sont rédigés à la boulée, puis qui repartent à l'Assemblée, qui sont votés à l'Assemblée, mais à la boulée, dans le Conseil des 500, c'est un moment d'écriture et d'élaboration des décisions qui est absolument fondamental. La boulée est composée de 500 individus tirés au sort parmi l'ensemble de la population civique et renouvelés chaque année. On ne peut pas être membre du Conseil 2 années de suite. Donc, logiquement, au cours de votre vie, au cours de sa vie, un citoyen athénien a forcément, très probablement été membre, une fois dans sa vie, durant une année, de la boulée. Et puis, le troisième organe, qui est tout aussi démocratique, mais alors, excusez-moi, la désignation des membres de la boulée procède par tirage au sort, selon une formule extrêmement compliquée, parce que ça renvoie à toute l'organisation du territoire athénien. Je ne rentre pas dans les détails, mais le cœur du dispositif, c'est le principe du tirage au sort. Et puis, la dernière institution capitale, c'est ce qu'on appelle de manière générale les liés ou les tribunaux, qui sont en fait une série de cours de justice qui ont des attributions extrêmement larges. Donc en fait, on le voit très bien dans l'histoire politique athénienne que très souvent, il y a des grandes décisions politiques à Athènes qui sont prises non pas à l'Assemblée, mais à l'intérieur des tribunaux. C'est-à-dire un jugement devant les tribunaux indique une réorientation, un changement de politique de l'ensemble de la cité. Donc c'est des lieux qui sont pleinement pensés comme politiques et il n'y a pas une distinction, comme nous on peut l'entendre, entre la sphère judiciaire et la sphère politique. Les tribunaux fonctionnent
c'est une justice pleinement démocratique, donc il n'y a pas de juges professionnels. Ce sont que des juges citoyens qui jugent d'autres citoyens. Et les juges sont désignés au début de chaque année. Ils sont au nombre de 6 000 et ils sont tirés au sort parmi l'ensemble de la population civile. Donc, une année, si vous êtes citoyen athénien, vous pouvez être désigné comme juge. Et au début de chaque mois, on vous dira... tu as été désigné comme juge, donc cette affaire-là, dans tel tribunal, qui correspond à tel type de procédure, tu vas devoir la juger. À ce moment-là, vous faites partie des juges. Il y a des actions qui supposent 10 juges, d'autres 21, d'autres 200, et les plus grands jugements imposent jusqu'à la présence de 500 juges. Mais encore une fois, c'est le principe du tirage au sort qui organise la façon dont on désigne les juges. La pratique du tirage au sort qui est au cœur du fonctionnement de la démocratie athénienne, est perpétuellement condamnée par Socrate et par ses disciples. De manière générale, le nombre, c'est-à-dire la décision majeure, le fait qu'une décision doive être prise à la majorité, est toujours présenté par Socrate comme l'ennemi de ce que serait une saine pratique délibérative. Pour qu'un choix soit juste, je crois qu'il doit se régler sur la science et non pas sur le nombre, affirme Socrate chez Platon, mais on retrouve la phrase presque à l'identique chez d'autres disciples. Ainsi, pour Socrate et pour Platon, comme pour Xénophon, la politique est un savoir, doit être une spécialité, et la bonne constitution est celle qui sera capable d'assurer la prééminence de ceux qui disposent du savoir ou de la compétence politique dans la cité. Et on a le fragment d'un des plus grands socratiques du IVe siècle, Antisthème, qui l'atteste de façon exemplaire. Ce fragment est très simple. Ce sont les sages qui doivent administrer la chose publique. Bon. On peut opposer à une telle conception du politique l'ensemble d'une tradition intellectuelle propre à ceux qui, en réalité, étaient les véritables idéologues, les véritables idéologues, ou en tout cas défenseurs du régime démocratique dans l'Athènes de l'époque classique. C'est ceux que, par tradition et en raison même du primat du texte platonicien dans notre tradition, on appelle les sophistes, c'est-à-dire tous ces intellectuels qui ont exercé, qui ont professé leur enseignement dans l'Athènes du milieu du Ve siècle, qui ont pour nom Protagoras, Gorgias, Prodicos de Chéos. Certains d'entre eux, on les connaît, la plupart d'entre eux, en fait, on les connaît par ce qu'en dit Platon, qui a constitué cette espèce d'antinomie fondatrice entre ce que serait la vraie philosophie et la sophistique, ou les sophistes. Cette distinction entre la philosophie authentique et les sophistes, elle n'existait pas, évidemment. C'est une construction platonicienne, et c'est pas du tout comme ça que, évidemment, les Athéniens pensaient le champ intellectuel. Il est d'ailleurs frappant, de ce point de vue-là, de constater que dès qu'on sort de ce que racontent les disciples de Socrate, les sources non socratiques présentent à chaque fois Socrate comme un sophiste comme les autres. Bon. En tout cas, ce qui est certain, c'est que il y a une consonance étroite entre la pensée sophistique du Ve siècle et le régime démocratique, au point qu'on a pu faire d'un individu comme Protagoras le véritable idéologue du régime démocratique. Et il est possible de reconstituer la philosophie politique de ces sophistes, et en particulier de Protagoras, qui dit sans doute quelque chose de très frappant, de très significatif sur justement la façon dont la démocratie pensait le lien entre savoir et politique.
Alors, il y a deux choses en particulier dans le Protagoras de Platon qui sont à cet égard frappants. C'est tout d'abord la façon dont Protagoras réinterprète le mythe de Prométhée et le sens politique qu'il donne au mythe de Prométhée chez Platon. Le mythe de Prométhée, vous le savez, est un mythe de création de la race des mortels qui procède du vol du feu par Prométhée lui-même. Ce mythe, évidemment, il est attesté dès l'époque archaïque. Échille, au milieu du 5e siècle, dans le Prométhée enchaîné, lui donne une interprétation tout à fait extraordinaire, mais Protagoras, au milieu du 5e siècle, lui donne, propose une lecture de ce mythe qui est très sensiblement différente de celle qu'on trouve, par exemple, chez Échille. Dans le mythe de Prométhée, les hommes disposent de la capacité technicienne grâce au vol du feu par Prométhée, mais ceux-ci, les hommes, s'avèrent incapables de fonder un ordre stable, susceptible d'assurer la reproduction de l'espèce humaine. Il ne suffit pas de pouvoir consommer, produire, pour que l'humanité véritable puisse exister. C'est ce que dit le mythe de Prométhée relu par Protagoras. Et donc Zeus, figure de la souveraineté par excellence, est sommé d'intervenir pour assurer la préservation du genre humain. Et ce qui va assurer la préservation du genre humain, c'est que Zeus va donner aux hommes la capacité politique, politiquer. Capacité politique qui repose sur deux qualités dans le texte, dans le mythe de Protagoras. L'aidos, terme grec compliqué qu'on a du mal à traduire, qui renvoie peut-être à quelque chose comme la pudeur, et la dike, le sens de la justice. Mais toute la question qui se pose dans le mythe de Protagoras, c'est la question de savoir de quelle façon cette capacité politique, Zeus va-t-il la distribuer aux humains? Est-ce qu'il va la distribuer en la donnant à un seul être humain qui sera le bon politique capable de gérer ensuite l'ensemble des communautés humaines? Et dans ce cas-là, le modèle, explique Socrate, ce serait le modèle de la médecine. On n'a pas besoin dans une cité d'avoir 10 000 médecins. Il suffit d'avoir un médecin pour soigner disons, les membres de la communauté. Ou bien, au contraire, est-ce qu'il faut imaginer que Zeus est distribué et politiqué de façon égale parmi tous les hommes? Et c'est ce choix que fait Protagoras en expliquant que la politique ou la capacité politique ne relève pas d'un savoir à proprement parler, comme le pense Socrate, qui pense la politique sur le modèle de la science médicale ou sur le modèle d'un savoir de type médical, et qui le pense aussi comme une techné, comme un savoir qui a une dimension, disons, technicienne. Protagoras, lui, le pense comme une capacité que Zeus donc aurait offert de façon égale, distribuée de façon égale à tous les êtres humains. Et là, on a bien l'interprétation par Protagoras du mythe de Prométhée à la lumière d'une notion essentielle de l'idéologie démocratique athénienne, qui est celle de l'isonomia, c'est-à-dire la distribution, le partage égal dans la capacité à exercer une charge politique. Mais ce qui est essentiel ici, c'est bien une pensée du politique comme capacité et non pas comme savoir. Et deuxième passage extrêmement important et très beau dans le Protagoras de Platon consiste à savoir comment est-ce que cette capacité, puisque Protagoras pose que c'est une capacité et pas une science, comment est-ce que cette capacité, eh bien, les citoyens l'entretiennent
comment est-ce qu'eux-mêmes, ils peuvent améliorer leur capacité politique. Et ici, Protagoras utilise une métaphore très belle qui est celle d'un groupe de flûtistes, un groupe d'olètes. Et Protagoras explique qu'en fait une cité, pour que la vertu et la capacité politique de chaque citoyen puisse s'améliorer, une cité en fait fonctionne comme une communauté d'olètes au sein de laquelle personne ne maîtriserait parfaitement le fait de jouer de la flûte. Personne ne jouerait particulièrement... Enfin, c'est-à-dire que l'idée de Protagoras, c'est de dire que ça ne fonctionne pas comme une capacité technique et ça ne fonctionne pas comme une maîtrise avec un maître qui dispose de ce savoir et qui le dispenserait à un apprenti. Et Protagoras d'expliquer que c'est pas comme tous ces savoirs techniques. En réalité, on peut se retrouver collectivement sans qu'aucun d'entre nous ne sache véritablement bien jouer de la flûte, mais à s'écouter les uns les autres et à jouer collectivement, on trouvera le sens de l'harmonie qui sied au fonctionnement de la cité, et chacun s'améliorera. Donc, d'une certaine façon, de l'incapacité de chacun des membres de cette communauté d'olètes peut naître une capacité commune supérieure. Bon. Et l'autre modèle que reprend Protagoras, c'est le modèle de l'apprentissage des langues. Protagoras explique à 2 reprises que pour bien parler le grec, il est en réalité peu utile d'avoir eu pour parent le meilleur des linguistes. Je résume un peu le propos de Protagoras, mais en réalité, une langue s'apprend dans la fréquentation continue de gens qui parlent plus ou moins bien la langue, mais c'est comme ça, de cette façon, qu'on progresse. Donc, de cette façon, Protagoras valorise l'idée d'une circulation des savoirs, même incomplets, même imparfaits, entre égaux, et il défend une théorie associationniste de ce que serait la compétence politique. Et c'est là, et je pense qu'à travers Protagoras, on touche vraiment quelque chose de fondamental de ce qu'était l'idéologie démocratique athénienne du 5e siècle. Parce que, oui, je ne l'ai pas dit, mais une des grandes difficultés pour les historiens de la démocratie athénienne, c'est que cette démocratie, en réalité, on la connaît essentiellement grâce à des textes rédigés par ceux qui en étaient ses adversaires. Platon, évidemment, mais même un historien aussi important pour nous que Thucydide, même un philosophe comme Aristote, sont en réalité défendent une conception de ce que devrait être un régime politique juste, très très éloigné de ce qu'était l'idéologie démocratique athénienne du 5e siècle. C'est très clair. Donc, reconstituer cette idéologie politique athénienne, c'est une très très grande difficulté pour nous. Il faut essayer de la reconstituer de façon à rebours de ce que nous disent tous ses adversaires. Mais à travers le propos de Protagoras, à la fois sa réinterprétation du mythe de Prométhée et ce discours autour cette métaphore chorale autour de ce groupe de flûtistes ou d'olètes, je crois qu'on touche quelque chose d'extrêmement important où on mesure bien le différent entre cette idéologie démocratique et la philosophie politique socratique. Mais au-delà de ce différent théorique, qui n'explique pas en réalité la raison pour laquelle les Athéniens condamnèrent Socrate en 399. Je ne veux pas entrer dans tous les détails du procès de 399, puisqu'il y a vraiment de très très nombreuses raisons qui expliquent pourquoi les Athéniens considérèrent que Socrate était impie et qu'il méritait la mort. Mais
ce qui est en jeu, un des éléments aussi fondamental pour penser de manière plus générale l'affrontement entre la démocratie et la philosophie, c'est la façon dont la philosophie conçoit la circulation du savoir et les positions d'autorité dans la cité qui lui sont associées. Une des raisons essentielles, je m'explique, une des raisons essentielles pour lesquelles les Athéniens condamnèrent Socrate tient à son mode d'enseignement et en particulier au fait que le lien qu'il semblait nouer avec ses disciples représentait une menace pour la cité. C'est une constance chez tout, qu'on retrouve chez tous ceux qui... chez tous les accusateurs de Socrate, l'idée selon laquelle Socrate retournait les fils contre leur père. Et ce qui, de toute évidence, troublait les Athéniens, c'est de voir cet homme nouer une relation particulièrement étroite, d'une intensité inédite, avec certains jeunes hommes de l'élite athénienne, et en ce sens-là, cette position de maître à penser pouvait inquiéter les Athéniens dans leur ensemble. Et là, on touche quelque chose qui à mon avis, est crucial, surtout que ça va avoir une importance considérable dans l'histoire de la philosophie, la façon dont on conçoit même ce qu'est l'enseignement de la philosophie, c'est la spécificité de la pédagogie socratique. Pédagogie socratique effectivement extrêmement originale dans le panorama, disons, des pratiques éducatives athéniennes de l'époque classique, et qui va avoir une descendance remarquable à travers le fonctionnement des écoles philosophiques par la suite à partir du IVe siècle. Alors, comment décrire la spécificité de l'enseignement socratique ? Ce qui est certain, c'est que dans l'histoire des pratiques éducatives, une révolution s'est produite dans l'Athènes du milieu du Ve siècle avec l'apparition des sophistes. Les sophistes, ceux dont j'ai déjà mentionné le nom, ont inventé ce qu'on pourrait appeler l'équivalent d'un enseignement supérieur dans le monde des cités grecques, c'est-à-dire un enseignement qui s'adresse à des hommes, enfin à des jeunes hommes prépubères ou pubères, qui dépassent les rudiments de lecture que tous les membres de l'élite des cités avaient coutume d'apprendre, disons déjà depuis la fin de l'époque archaïque, et un type d'enseignement qui ne reposait pas non plus sur la pratique de l'éducation physique. Les sophistes apprenaient toutes sortes de savoirs, de l'histoire, de la géographie, de la rhétorique, à des jeunes hommes, et pour ce faire, ils se faisaient payer. C'est quelque chose qu'on peut assez clairement reconstituer de ce que fut l'enseignement de ces sophistes au Ve siècle. Socrate est l'héritier de cette révolution éducative sophistique, et à ce titre, c'est bien pour ça que les Athéniens pensaient que Socrate était un sophiste. Comme les sophistes, Socrate enseigne toute forme de choses, toute forme de savoir à des jeunes hommes, dans ce qu'on voit dans les textes platoniciens, prépubères ou pubères. Bon. Mais ce qui est très frappant dans tous les dialogues socratiques qu'on a conservés, c'est qu'à chaque fois, le rapport que Socrate noue avec ses disciples suppose une forme de conversion qui engage l'intégralité de l'être du disciple qui entre dans le compagnonnage socratique. L'entrée dans la philosophie auprès de Socrate se présente à chaque fois comme une conversion amoureuse par laquelle un disciple s'engage sans retour et se donne presque inconditionnellement à ce maître adoré qu'est Socrate. D'où ce terme qu'on trouve chez les adversaires de Socrate, et qui est un néologisme en grec, qui est le terme de Socratizein. Dans une pièce d'Aristophane,
on moque les jeunes Athéniens qui socratisent, qui jouent à être Socrate. Et on a toute cette tradition autour des disciples de Socrate qui veulent se comporter comme les maîtres, enfin comme leurs maîtres, qui veulent imiter Socrate ou jouer à être Socrate. Bon. Et il n'y a aucun doute que pour les Athéniens, ces disciples apparaissaient comme des fanatiques et l'amour exclusif qu'ils portaient à leur maître était une source de menace pour la cité. Alors, quel est le ressort de cette adhésion absolue de ce lien très fort qui nous le dit, enfin, ce lien très fort que Socrate noue avec ses disciples? Si on suit l'ensemble des textes de la littérature socratique, ce lien tient à la fois à la conception socratique de la transmission du savoir sous la forme d'un don illimité, don de la part de Socrate, qui crée une dette, et une dette proprement infinie chez ses disciples. Et au cœur de cette conception socratique de la transmission du savoir et de son opposition à ce que faisaient les sophistes, et c'est là qu'est d'une certaine façon l'originalité de la pédagogie socratique, il y a le refus par Socrate de la rémunération du savoir. Les sophistes, je l'ai dit, se faisaient payer. Socrate ne cesse de répéter, chez Platon, chez Xénophon, mais même chez ses autres disciples, qu'il refuse d'être payé par ses propres disciples. Bon. Qu'est-ce qui est en jeu ici ? Socrate ne cesse de le dire chez Platon. Si les sophistes se font rémunérer, c'est qu'en réalité, ils ravalent leur savoir au rang d'un pur savoir-faire, commensurable donc à un étalon monétaire, comme n'importe quelle activité commerciale ou artisanale. Et c'est ce qu'explique Socrate à plusieurs reprises. En réalité, le sophiste est comme un négociant ou un boutiquier. C'est-à-dire que comme n'importe quel marchand, il n'a pas besoin de connaître la qualité du produit qu'il vend pour le vendre. Cela trahit, de toute façon, l'illusion qu'est le propre savoir qu'il est censé dispenser. Par ailleurs, les sophistes, en se faisant rémunérer, nouent une relation de type contractuel avec leurs disciples. Ils deviennent, et c'est vraiment le grand scandale que Socrate voit dans l'enseignement sophistique, des sophistes dont j'ai parlé, ils nouent un contrat pour une durée limitée avec celui auquel il est censé enseigner, contrat donc comportant des obligations mutuelles, mais limitées. Le scandale étant que dès lors, le maître, celui qui est censé enseigner, devient en réalité l'employé de celui auquel il est censé enseigner. Donc celui qui est censé initier, si on pense l'enseignement sur le modèle de l'initiation, comme le pense Socrate, devient en réalité, est placé en position d'infériorité par rapport à celui qu'il devrait initier. Au contraire, Socrate pense son savoir et la façon dont il le dispense sous la forme du don inconditionnel. Et ce don implique une relation dissymétrique au profit de celui qui offre. Donc, en s'affranchissant de ce rapport qui prévalait dans la sophistique et qui est dénoncé comme marchand, Socrate revalorise la position de celui qui enseigne, il revalorise le statut du maître à l'égard de son disciple. Et il crée un nouveau rapport qui implique de toute façon une allégeance à sa personne et qui suppose un engagement de la part de celui auquel il enseigne, qui va bien au-delà de la simple assiduité temporaire
à un cours comme le réclamaient les sophistes. Il est évident ici que le socratisme reprend consiste en la réaffirmation de la position du maître initiateur telle qu'elle pouvait exister, par exemple dans le pythagorisme dont j'ai parlé, du VIe siècle. Et il est évident que la relation qui pouvait nouer avec ses disciples, et surtout pour des Athéniens qui pour une part d'entre eux, avaient une connaissance de ce qu'étaient les communautés de mages inspirés comme celle de Pythagore à la fin de l'époque archaïque, il est évident que les Athéniens voyaient quelque chose comme ce modèle pythagoricien, charismatique, renaître, réapparaître dans la cité de la fin du Ve siècle, et que ça paraissait être une menace pour la cité démocratique. C'est dans le contexte de cet enseignement socratique qu'on retrouve, par exemple, ce terme extrêmement étrange qui est le terme de philanthropia, ou de la représentation de Socrate comme philanthrope, comme philanthropos. Philanthropos à l'égard de ses propres disciples. Le terme de philanthropia, ou de philanthropos, c'est un terme, si on suit son histoire dans l'ensemble de la langue grecque, dans son histoire dans la langue grecque, ou dans la littérature grecque plus exactement, c'est un terme qui a une dimension à la fin du Ve siècle ou au début du IVe siècle, extrêmement polémique. Dans la littérature grecque, de la fin de l'époque archaïque et de tout le Ve siècle, seuls des dieux peuvent être philanthropes. Pour être philanthrope, il faut tout simplement ne pas être un homme. Et le terme de philanthropia, on le trouve d'abord chez Échille, dans le Prométhée enchaîné. Et c'est une qualité réservée aux dieux. Dans toute la littérature grecque, le premier homme à être qualifié de philanthrope, c'est bien Socrate, dans les Mémorables de Xénophon. Mais le terme même dit bien quelque chose de l'infinie distance et l'infinie supériorité qui est celle de Socrate à l'égard de ses propres disciples. Et au cœur, évidemment, de cette pédagogie socratique et de sa grande originalité, il y a ce que les disciples de Socrate ont présenté comme relevant d'une véritable érotique intellectuelle. Alors, cette érotique intellectuelle, vantée par Socrate dans plusieurs textes, et qui, à en croire par exemple le banquet de Platon, serait vraiment au cœur de sa pratique pédagogique, les historiens ne savent pas, en réalité, très très bien quoi en faire. Ce qui paraît probable, tout de même, c'est que, en réalité, dans l'Athènes de la fin du Ve siècle et du début du IVe siècle, circulaient de très nombreuses accusations contre Socrate qui consistaient à affirmer que Socrate profitait de l'ascendant qu'il avait sur ses disciples pour en abuser sexuellement. C'est-à-dire qu'on reprochait à Socrate d'être un mauvais éraste. Et ici, je renvoie à cette pratique très commune à de nombreuses cités grecques et surtout à toute une partie de l'élite athénienne à l'époque classique, qui est ce qu'on appelle improprement l'homosexualité grecque, c'est-à-dire en réalité la relation très particulière, qui est une relation assez réglée, assez ritualisée, entre un éraste et un éromène. Pour le décrire très très brièvement, mais en fait c'est quelque chose dont les textes parlent beaucoup, mais qu'on a du mal à pleinement pouvoir décrire. Ça consiste dans une relation par nature évidemment inégale, qui est une relation d'initiation entre un homme généralement âgé de 30, disons 30, 35 ans, 40 ans, il peut même être plus âgé, et un jeune homme prépubère ou qui entre tout juste dans la puberté,
Donc d'un côté, l'homme âgé qu'on appelle l'éraste, le jeune homme qu'on appelle l'éromène, une relation d'initiation qui a une dimension sexuelle, mais on a du mal à la qualifier précisément, va se nouer entre ces deux individus pendant un certain temps. Ça peut durer 2 ans, 3 ans, 4 ans, et puis ça va prendre fin, et ça prend toujours fin, mais cette relation d'initiation, à partir de cette relation d'initiation, demeure un lien très fort entre les deux individus, qui est au cœur quand même du fonctionnement d'une partie de la société, enfin en tout cas des franges, disons, de l'élite athénienne, c'est très clair. Par exemple, une pratique très courante consiste à offrir au jeune homme qui a été son éromène, qu'on a été son initiateur, son éraste, de lui donner en mariage une de ses filles ou une des membres de sa famille. Et ce qui indique bien la continuité des liens entre les deux hommes, donc qui perdurent par-delà le moment de l'initiation. Mais les Grecs le concevaient comme une initiation au sens large. Et nous, on a tendance à se focaliser sur la dimension sexuelle de cette initiation, mais qui n'est en fait qu'une partie d'un moment, disons, initiatique au sens large. Mais ça ne correspond pas du tout à ce que nous, on appelle l'homosexualité, parce que par ailleurs, l'homosexualité, au sens de, disons, ce qui serait pour nous deux individus de même sexe, adultes, consentants, qui auraient une relation, c'était extrêmement mal vu chez les Grecs. C'était absolument condamné. Alors, dans ce cadre de la relation entre Éraste et Éromène, circulaient de toute évidence dans Athènes de très nombreuses accusations selon lesquelles Socrate était un mauvais Éraste par rapport à ses disciples qui étaient des Éromènes abusés. Bon. C'est sans doute à ces accusations que toute la littérature socratique a voulu répondre, et c'est contre ces accusations que cette littérature a construit cet extraordinaire érotique intellectuel dont Socrate aurait été le promoteur. C'est tout ce qu'on trouve dans le Banquet de Platon, mais dans plusieurs autres textes, dans lequel on nous raconte toujours le même récit, selon lequel Socrate ne cesse de tomber amoureux. Il le dit à plusieurs reprises, je suis toujours amoureux de jeunes hommes. Et Socrate donc même part à la chasse de jeunes hommes, et en tant qu'Éraste, il veut les convaincre de devenir, son éromène, enfin son éromène. Bon, et il les attire au point que ces jeunes hommes tombent amoureux de Socrate, mais Socrate toujours se refuse à consommer sexuellement la relation qu'il noue avec ces jeunes hommes. Et c'est tout l'enjeu de la fin du banquet de Platon. Il convertit ou il sublime, d'une façon, ce plaisir sexuel auquel il se refuse, il le convertit en un amour de l'idée, de la beauté véritable, et il les réoriente, ces jeunes hommes, vers le seul véritable désir qu'ils doivent avoir, qui est le désir de la sagesse et du savoir. Et donc ici, l'enseignement de Socrate procède d'une sublimation de la relation pédérastique traditionnelle, qui est convertie en une relation entre maître et disciple qui vise le savoir ou la sagesse. Bon. Mais il y a l'idée très forte que il faut ce lien personnel quasi amoureux qui donne lieu à une véritable conversion de la part du disciple sous l'égide d'un maître charismatique pour que toute transmission d'un savoir authentique puisse se dérouler. Cette relation, par nature dissymétrique, ô combien dissymétrique, est contradictoire avec la façon dont la cité pense la transmission de savoir entre égaux. Elle fait problème pour les Athéniens. Et je pense que c'est absolument au cœur aussi du dissensus
entre la philosophie et la démocratie à l'époque classique. Alors, si je reviens maintenant à la lettre 7 de Platon, à ce texte autobiographique, Platon nous explique donc qu'à la suite du procès de Socrate, il a rompu de façon avec la vie politique, qui pourtant était son désir initial. Il s'est consacré à la philosophie, et tout cela l'a amené à créer quelque chose de tout à fait nouveau, c'est-à-dire la constitution d'une communauté philosophique ou d'une école philosophique qui va être, donc qui va donner lieu à la création en 386, soit 13 ans après la mort de Socrate, dans les jardins ou dans un sanctuaire, à proximité d'un sanctuaire d'un héros grec, d'un héros athénien qui s'appelait Écadémos, Platon achète du terrain à côté de ce sanctuaire et il fonde cette communauté qui prendra le nom, à partir de 386, d'Académie. Bon. Si on suit le texte de la lettre 7 de Platon, Platon explique très clairement que dans l'Académie, au moment où il la fonde, il s'agit bien sûr de pouvoir philosopher et pouvoir transmettre l'essentiel de l'enseignement de Socrate. Cette structure, elle a aussi pour vocation de faire de telle sorte que l'enseignement de Socrate ne se perde pas, ne disparaisse pas, qu'il puisse survivre. Et donc, on va y enseigner la philosophie. Mais Platon explique aussi, de façon explicite, que le but de l'Académie, c'est de former des membres de l'élite, des jeunes membres de l'élite athénienne, afin que, formés à la philosophie, ils réforment les cités. Il y a une vocation au cœur de la création de la première école philosophique de l'histoire, et le modèle de l'Académie ensuite va être répété, il va être dupliqué par le disciple de Platon qui est Aristote, qui va fonder le lycée en 335, puis ensuite, au tout début du IIIe siècle, par Épicure, qui fonde une autre école philosophique, et c'est ces écoles philosophiques qui ensuite vont organiser la vie de la philosophie dans toute l'Antiquité jusqu'à la fin de l'Antiquité, puisque l'Académie ensuite a des antennes un peu partout dans les grandes villes de la Méditerranée, comme le lycée d'ailleurs, etc. Et c'est essentiel dans ce qu'est tout simplement la philosophie antique, la transmission du patrimoine de la philosophie antique pendant toute l'Antiquité. Mais au départ, au cœur du projet de création de la première école philosophique que fut l'Académie, il y a un projet politique. Former des jeunes hommes pour qu'ils changent les institutions de la cité. Bon. Et ce qui est frappant, en réalité, c'est que ça va marcher. Oui, ça va marcher. Vous savez peut-être qu'à la fin du IVe siècle, en 322, plus exactement, Athènes perd définitivement la guerre contre les armées macédoniennes. Enfin, bon, il y a deux moments, mais 322, disons que c'est le moment définitif. Et puis en 317, pendant 10 ans, de 317 à 307, les Macédoniens occupent Athènes. Ils mettent fin à la démocratie. Et donc on a une interruption du régime démocratique qui dure que 10 ans, de 317 à 307. En 307, le régime démocratique est restauré. Et il dure donc jusqu'au 1er siècle avant notre ère. De 317 à 307, les Macédoniens imposent un régime de type oligarchique à Athènes, et l'individu qu'ils placent à la tête de la cité oligarchique, c'est un certain Démétrios de Phalère, qui est un personnage en fait d'une importance considérable dans l'histoire de la philosophie antique et de manière générale dans l'histoire de l'Antiquité. Ce Démétrios de Phalère, c'est un Athénien proche de la monarchie macédonienne. Nous, on en a surtout gardé le souvenir d'un homme politique, mais c'est aussi un très grand intellectuel. C'est un historien et c'est un philosophe. Et c'est un philosophe aristotélicien, c'est un disciple d'Aristote, c'est un homme qui a participé à la fondation du lycée, qui a grandi dans cet univers qui était celui
des écoles philosophiques selon le modèle que Platon avait créé en 386. Et c'est lui qui, pendant 10 ans, va instaurer un régime de type tout à fait nouveau à Athènes. En 307, les Athéniens vont renverser le gouvernement oligarchique de Démétrios. Les Macédoniens vont partir. Et ils vont partir, la démocratie va être restaurée, et ils vont repartir avec Démétrios de Phalère. Et c'est ce Démétrios de Phalère qui va fonder en Égypte, avec les Ptolémées, cette fois, puisqu'il va partir ensuite en Égypte, il va fonder avec les Ptolémées le musée et la bibliothèque d'Alexandrie. C'est le premier directeur du musée d'Alexandrie. Bon. Mais en tout cas, le projet platonicien, il a d'une certaine façon parfaitement marché. Bon. Ce qui est étonnant, c'est qu'on voit, durant le règne de Démétrios de Phalère, on sait qu'à cette époque, peut-être un peu antérieurement, mais c'est quand même très probable que ce soit pendant le règne de Démétrios de Phalère, on sait qu'à cette date, les Athéniens ont fait ériger dans un endroit stratégique dans la cité, juste en bordure de l'agora, une statue de Socrate représentée selon un modèle statuaire bien particulier, qui est celui du citoyen exemplaire, pour le dire vite. C'est-à-dire le modèle, en fait, par exemple, des grandes statues de Démosthène qu'on connaît. Le citoyen qui va prendre la parole à l'Assemblée. Bon. Et ce qui est très frappant, c'est qu'on voit bien qu'à ce moment-là, Socrate est devenu, alors que 70 ans plus tôt, il a été condamné à mort, c'était le mauvais citoyen par excellence. Il est devenu, d'une certaine façon, le citoyen idéal. Et le philosophe est devenu le modèle de ce que pourrait être le bon citoyen. Mais là, on est dans un contexte qui n'est plus du tout celui de l'Athènes de l'époque classique. À ce moment-là, d'une certaine façon, la philosophie, ou plutôt la figure du philosophe, cesse d'être perçue comme contradictoire avec la figure du bon citoyen du régime démocratique. Et c'est à ce moment-là, d'une certaine façon, et ensuite ça va traverser une grande partie de la période hellénistique, c'est-à-dire du 3e, 2e et 1er siècle avant notre ère, c'est à ce moment-là que se construit cette idéalité d'Athènes comme la cité de la philosophie et en même temps la cité de la démocratie. Et de fait, on vient de l'ensemble du bassin méditerranéen à Athènes pendant toute l'époque hellénistique pour apprendre la philosophie. On se rend à l'académie, on se rend au lycée, et encore les Romains, au 1er siècle avant notre ère, apprendront la philosophie comme ça. Cicéron passe plusieurs années à l'académie de Platon, à Athènes. C'est comme ça qu'on apprend. Bon, et Athènes est à ce moment-là bien la capitale de la philosophie dans toute, au moins la Méditerranée orientale, et c'est en même temps la cité de la démocratie. Mais c'est à ce moment-là, de toute façon, que cette image, qui est devenue un lieu commun pour nous, se construit. Mais je veux insister juste là-dessus, il y a bien un dissensus ou une mésentente fondatrice entre démocratie et philosophie. La question centrale, je pense, étant vraiment celle de l'articulation entre savoir et politique. Voilà. Je vous remercie. Merci, monsieur Isma. Alors, j'ai une question. Si je regarde le monde politique actuel, je dirais qu'on est plutôt dans une tendance post-socratique, puisque, par exemple, en France, on a l'ENA, on a des écoles spécifiques qui forment les politiciens. Et je constate en même temps que le peuple en est las, en fait, et qu'il cherche, au travers peut-être des mécanismes, on en a entendu parler la dernière fois, de démocratie participative, à reprendre un petit peu la main. Donc si une tendance pré-socratique, je dirais. Alors comment vous lisez, vous, ce qui se passe actuellement ? Non, mais ça, je pense effectivement que
la phrase d'Antisthène que je disais tout à l'heure, les sages doivent gouverner parce qu'ils sont sages, c'est la maxime politique de notre monde. On ne cesse de nous dire, à nous, citoyens, on ne cesse de nous dire, de toute façon, c'est trop compliqué pour vous. Le gouvernement des États, l'économie mondialisée, c'est trop compliqué. Donc, déléguer la tâche à ceux qui savent. Et je pense que politiquement, ce qu'on vit en ce moment, enfin, je veux dire, depuis les dernières élections, même si ça s'inscrit, je pense, dans une tendance très, 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 très longue, parce qu'il faudra quand même évoquer enfin, en tout cas, disons, depuis la dernière élection présidentielle, on vit un moment, je pense, très, très particulier enfin, tout le monde en parle, mais de prise de pouvoir encore plus fort de la technocratie, de l'expertise sur le fonctionnement de la vie publique. Je pense que le moment Macron, on pourrait en partie le décrire comme ça. Je veux dire, qu'on soit pour ou qu'on soit contre. Donc, de ce point de vue-là, oui, on est dans un monde. Je veux dire, le propos, la critique par Socrate de la démocratie, on baigne encore totalement dedans. Et effectivement, alors il y a de l'autre côté, du côté des théoriciens du politique, il y a toute une réflexion sur le modèle athénien, toute une réflexion même sur... Il y a des gens qui se revendiquent aujourd'hui, par exemple chez les politistes, comme des néo-athéniens, au sens où ils veulent reprendre des procédures spécifiquement athéniennes et les acclimater à des formes de pratiques de la démocratie délibérative aujourd'hui. Voilà, donc chez tous ceux qui réfléchissent sur d'autres formes de démocratie, oui, ces questions-là restent encore très actuelles. Merci, la parole circule. À vous de distribuer la parole, je pense que les gens... Oui. On va essayer de... Je ne sais pas si dans le protocole aujourd'hui il fallait que je me laisse ou pas. Bon, merci pour tout ce que vous nous avez dit et qui, moi personnellement, j'ai envie de le calquer sur le modèle qui est celui de ma pratique, de préoccupations qui sont celles de l'éthique. Et est-ce que finalement on ne peut pas lire ce qui se passe, la dialectique entre la philosophie et la démocratie autour de la question d'éthique et de la délibération qui doit être au cœur de l'éthique. En ce moment, il y a les états généraux de la bioéthique qui se préparent pour la révision des lois. Et un des maîtres mots qui a été dit, y compris par ceux qui vont organiser ces états généraux, c'est de récuser les experts. Et de dire, ce n'est pas aux experts de se prononcer, il y en a assez des experts, et un peu comme on dit Descartes, la raison est la chose du monde la mieux partagée, donc allez-y, tout le monde a son avis à donner. Et est-ce que maintenant on n'est pas dans la politique du sondage? Par exemple, le dernier sondage de Croix a dit 75% des gens sont pour la PMA, la GPA, l'euthanasie. Enfin, on a l'impression que tout le monde est majoritairement pour des révisions de loi dans le sens je n'allais pas dire d'une plus grande liberté parce que je ne sais pas si c'est de ça qu'il s'agit, mais en tout cas, tout le monde est ouvert, à ce qui est proposé, ce qui peut être proposé. Et je me rappelle d'un texte de Claudine Tiercelin qui disait que s'il faut être ouvert aux cris des blessés, s'il faut les entendre, il faudrait quand même que les choses restent organisées par l'esprit. Et on a l'impression peut-être qu'aujourd'hui, c'est très difficile d'organiser les choses par l'esprit, et avec l'esprit plutôt. Et je me demande si finalement, tout ce que vous avez
analyser ne nous permet pas de lire des choses de ce qui se passe aujourd'hui. Moi, personnellement, c'est pas l'analyse macroniste qui m'intéresse, mais c'est justement l'analyse du monde dans lequel nous allons vivre demain, avec plus que la révision des lois de bioéthique sur l'euthanasie ou la GPA, mais toutes les questions d'intelligence artificielle, du big data et toutes ces questions qui nous préoccupent. Mais je pense qu'on peut, comment dire, que le gouvernement, enfin le gouvernement des experts, les experts rien que les experts d'un côté, et de l'autre celui de l'opinion publique à coup de sondage, les deux sont pareillement insatisfaisants, mais les deux sont d'une façon le miroir l'un de l'autre. Enfin, c'est-à-dire qu'on utilise les deux en réalité. Le modèle athénien, s'il peut encore nous éclairer, c'est que justement il est très très différent. C'est-à-dire que c'est l'idée que la politique est une capacité, pas un savoir. C'est une capacité qu'on apprend, qu'on exerce et qu'on entretient tout le temps, et qu'on entretient tout le temps par la confrontation permanente, parce que c'est quand même ça en fait la vie ordinaire d'un citoyen athénien. C'est la confrontation permanente à d'autres citoyens au sein de tonnes et de tonnes de groupes, puisque quand vous êtes citoyen, vous appartenez à un village, à telle association, jusqu'à la cité elle-même, et vous passez en réalité votre temps dans des organes délibératifs, enfin vous passez votre temps à délibérer. Mais l'idée athénienne, c'est que dans cette pratique délibérative qui fonctionne à plein d'échelles différentes dans la cité, il y a quelque chose comme un savoir commun et un savoir collectivement utile pour la cité qui peut naître même du non-savoir ou de l'inexpérience de chacun. Mais c'est tout le contraire d'une pratique démocratique par le haut qui serait celle, alors des sondages n'en parlons même pas, mais même de la pratique référendaire, où c'est vraiment pas ça. Pour prendre une décision à Athènes, il faut passer par bon, il y a l'Assemblée et la boulée, mais très souvent en réalité, il semble que la proposition part de quelques individus qui sont dans un village, dans un dème. Ils se réunissent à l'intérieur du dème, puis ça circule pour aller. C'est-à-dire qu'il y a un circuit de l'information, de la délibération. Il y a une multiplication des espaces délibératifs dans la cité qui permet l'élaboration d'une bonne décision. Mais bien qu'elle repose sur l'idée que tout le monde pourrait ne pas savoir grand-chose en réalité. Enfin, ne savoir rien d'autre que ce que sa pratique quotidienne lui apprend. Mais c'est pour ça que je pense que ça ouvre la voie à quelque chose, ou un type d'organisation de la pensée collective qui est très différent des deux éléments que vous avez pointés et qui sont tous les deux insatisfaisants. Oui, bien sûr. Il y a pourtant des experts. Ah, pardon. Oui, je disais qu'il y a pourtant. Il y a pourtant, il me semble, à Athènes, des experts qui comptent. Hein. Je veux parler des stratèges. Parce que quand même, ceux-là, ils exercent le pouvoir pendant plus longtemps. Je crois qu'ils sont élus pour 10 ans, je ne me rappelle plus exactement. Non, enfin bon, peu importe. Mais si on parle par exemple d'un homme comme Périclès, est-ce que vraiment on peut dire qu'il est issu de cette démocratie athénienne? Je me pose la question. Mais si on doit peut-être un jour résoudre le problème entre la démocratie et la philosophie, est-ce que justement il ne passera pas par l'éducation, tout simplement par l'enseignement? Parce que je ne crois pas qu'il puisse y avoir, en tout cas au niveau de nos sociétés, bon, Athènes c'est 40 000 citoyens, évidemment là on a un peu passé le cap, et donc il n'existe plus dans nos sociétés cette possibilité
sauf dans des petits groupes privilégiés, d'apprendre les uns par les autres. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pour moi une question fondamentale, qui est celle de l'éducation, qui doit peut-être, justement, permettre de penser, tout simplement, d'apprendre à penser, en tout cas. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors juste sur Périclès et sur les experts à Athènes, parce que j'en ai pas parlé quand j'ai juste brièvement décrit le fonctionnement des institutions à Athènes. À côté des 3 institutions que j'ai mentionnées, il y a tous les magistrats. Bon, et les magistrats, Aristote dit, sont 700 dans la cité. Donc il faut imaginer qu'il y a sur ces 700 magistrats, puisqu'en fait presque tous les magistrats, c'est des toutes petites charges. C'est-à-dire que vous êtes magistrat pour la gestion du transport du blé du Pirée jusqu'à Athènes. Et à chaque fois, c'est collégial. Donc, c'est des groupes de 9 ou 10 individus. Tous les magistrats, sauf les stratèges, sont tirés au sort et renouvelés tous les ans. Les stratèges, effectivement, ils sont élus. Bon. Et là, il y a quelque chose comme une compétence politique qui peut entrer en jeu. Après, il y a quand même quelque chose de frappant, qui est que on a la liste des stratèges pendant on connaît tous les stratèges. Non, on connaît pas tous les stratèges. On connaît beaucoup de stratèges. Quand on voit leur origine sociale, il y a seul un tiers des stratèges appartiennent à ce qu'on appelle, la classe liturgique, c'est-à-dire l'élite sociale athénienne. C'est très peu. C'est très très peu. Donc il y a une distribution sociale qui est étonnamment pour une magistrature élective qui est beaucoup plus large que si vous prenez l'Assemblée aujourd'hui, par exemple. Enfin, si on essaie de faire comme ça très très grossièrement, évidemment, une comparaison. Et pour la plupart des stratèges qu'on connaît, quand les textes anciens vantent ces stratèges, on parle de leur courage. On parle de leur dévouement pour la cité, on ne parle pas de leur compétence, au sens d'une compétence technique ou d'un savoir expert. Après, très certainement, dans de nombreux cas, ça a dû jouer. Le cas Périclès, c'est très difficile à savoir en réalité, parce que Périclès, c'est quand même une construction historiographique. C'est quand même Thucydide qui fabrique, c'est Thucydide et plus tard qu'après, mais qui fabrique quelque chose comme ça d'extraordinaire autour de la figure de Périclès, où on a l'impression qu'il gouverne tout seul la cité. Alors que d'un point de vue institutionnel et très concret, la façon dont fonctionne la cité, ça pouvait pas être comme ça. Et d'ailleurs, à un moment, une année, il a été révoqué en milieu d'année, Périclès. Toutes les décisions qu'il prend, on peut les expliquer par plein d'autres raisons que celles que donne Thucydide, qui en fait vraiment le roi de la cité. Donc, voilà. Donc, je dirais pas que les stratèges sont les experts de la cité. À mon avis, ils ont quand même pas vraiment ce rôle-là. Ce que vous dites sur l'éducation, oui, je suis complètement d'accord. Et on retombe toujours sur cette question qui est lancinante, mais je sais absolument pas qu'en faire. Il y a beaucoup de gens qui pensent à ça, parmi les politistes néo-athéniens dont je parlais, qui est la question de la taille. Effectivement, l'univers athénien est un univers de toutes petites entités. Parce qu'en fait, une grande partie de la vie civique, elle se joue pas à l'échelle des 40 000 citoyens, elle se joue encore à des échelles très inférieures, des tout petits groupes, où l'interconnaissance est quand même la règle. Et c'est comme ça. Alors que même ça paraissait être une cité extraordinairement grande à l'époque, exceptionnelle par sa grandeur, en réalité, c'est d'une certaine façon une mosaïque de petites communautés, et ces petites communautés étaient nécessaires à la pratique de la délibération. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut vraiment dépasser ça. Je sais pas, tous les gens qui réfléchissent en termes de démocratie pour rendre la démocratie plus directe aujourd'hui, qui imaginent que on pourrait utiliser le numérique pour ça, on perd l'essentiel de ce qu'était en tout cas le cœur de cette pratique démocratique, qui suppose effectivement des petites entités.
affirmer mon propos parce qu'il m'a semblé comprendre que le corps civique était composé pas de femmes, mais non plus pas d'Athéniens, qui n'étaient pas de souche athénienne ni de naissance. C'est-à-dire que même le fils de Périclès et d'Aspasie d'Élinée n'était pas citoyen. Est-ce bien exemplaire? Oui, enfin, non, c'est-à-dire que ça, à partir du milieu du 5e siècle, mais seulement à partir du milieu du 5e siècle, il y a cette règle qui veut que pour être citoyen athénien, il faut être de père athénien et de mère athénienne. Or, Aspasie n'était pas athénienne, puisqu'elle était, elle venait de Milet, elle venait d'Asie mineure. Donc il y a cette scène très belle où un des enfants de Périclès ne peut pas devenir citoyen, et puis finalement il arrive quand même à convaincre le peuple qu'il devienne citoyen. Mais oui, effectivement. Mais comment dire, un fait essentiel de toute façon qui limite ce qu'on appelle la citoyenneté ou l'exercice de la démocratie en Grèce ancienne, c'est d'abord l'esclavage, l'exclusion des femmes, l'exclusion des métèques. Voilà, donc les 40 000 citoyens dont on parle, ils représentent une petite partie de l'ensemble de la cité. Mais en même temps, une fois qu'on a dit ça, je suis tout à fait d'accord, mais en même temps, il faut aussi dire immédiatement que quand on parle de la France de 1910 ou de la France de 1935 ou même la France non décolonisée, c'est aussi, je veux dire, on parle de démocratie, de la République, non, mais on pourrait faire quand même la même critique. Bon, en réalité, le corps civique et le corps des votants étaient minoritaires sur l'ensemble de la population de l'Empire, femmes comprises. Enfin, Mais ce qui est compliqué, c'est que dans la loi que je viens de mentionner, c'est-à-dire la loi qui interdit du coup à Aspasie de donner naissance à un citoyen, c'est une loi en un sens féministe, en tout cas favorable aux femmes, puisque c'est une loi qui donne à la femme et au statut de la femme un poids déterminant dans la définition du statut de son enfant. C'est-à-dire qu'avant cette loi, quel que soit le statut de la femme, c'était seul le statut du père qualifiait l'enfant, citoyen ou non citoyen. À partir de 451, la date de cette loi, la femme devient elle transmet la citoyenneté. Bon, voilà. Avec du coup, il y a des historiens aujourd'hui qui disent, il y a un statut de citoyenne en fait. La citoyenne, ça existe. C'est une citoyenne qui n'a pas de droit politique, mais qui est quand même voilà. Je pense qu'il y avait une prise là-bas. Oui, vous m'entendez? Oui. Alors, monsieur, la question que je voulais poser, c'est est-ce que dans cette Grèce antique, il y avait des problèmes de corruption et des problèmes de groupes de pression? C'est-à-dire, y avait-il des personnes qui, par derrière, tiraient les ficelles et les épingles du jeu? Alors, des affaires de corruption, ça revient régulièrement dans la littérature grecque de l'époque classique. En même temps, ça revient régulièrement. Oui, il y a plusieurs cas comme ça, bien connus, surtout au 5e siècle. Mais il faut quand même être sensible au contrôle. Enfin, l'idée du contrôle que le peuple exerce sur ses magistrats, c'est le cœur du régime démocratique. Et de fait, ils étaient extrêmement contrôlés. Puisque il y a deux procédures quand vous êtes magistrat, donc vous êtes désigné par tirage au sort ou par élection. Il y a une première procédure qui est celle de la dokimasie, donc c'est-à-dire qu'en début d'année, vous passez devant le Conseil des 500, le Conseil enquête sur vous, etc., et il peut vous révoquer. Avant même que vous exerciez votre magistrature. Et à la fin de l'année, et c'est une procédure extrêmement longue, il y a ce qu'on appelle les zotuniai. Et les zotuniai, c'est une procédure de reddition de comptes. Et là, vous exposez tous les comptes que vous avez, tout l'argent civique que vous avez été amené à mobiliser, et on examine votre patrimoine très très rigoureusement. Bon. Et
il y a un nombre, et par ailleurs, ce qui est quand même le cœur de cette démocratie, c'est que c'est pas une démocratie représentative au sens où le lien entre le peuple et ses magistrats n'est pas un lien de représentation. C'est pas un lien de représentation. Donc les magistrats restent toujours, c'est des mandants. Le peuple est le mandant, mais les magistrats restent toujours sous le contrôle absolu du peuple. Et pendant toute l'époque classique, presque tous les 5 ans, on a des magistrats qui sont démis en cours de charge. Donc, la corruption, on a quelques cas qui sont bien documentés, qui donnent lieu à des grands procès, etc. Mais tout le système politique est construit, en grande partie, pour se prémunir de l'indépendance qu'un magistrat pourrait prendre à l'égard du peuple. Et je ne dis rien, par ailleurs, des procédures beaucoup plus sommaires qui peuvent être appliquées contre les magistrats. On parlait de Périclès. Le dernier fils de Périclès, ce qui explique que la famille de Périclès, qui était quand même une des très très grandes familles athéniennes, puisque le père de Périclès est un grand vainqueur du dernier combat de la guerre. Enfin bref, c'est une grande famille athénienne. Il y a ce personnage qu'on appelle Périclès le Jeune, le dernier fils de Périclès, et il meurt en 406 parce que c'est un épisode très célèbre de l'histoire grecque, l'épisode de la bataille des Arginus, c'est-à-dire que les Athéniens, les stratèges athéniens, dans un affrontement contre les Spartiates en mer Égée, ont laissé le corps des soldats athéniens morts flotter dans la mer. Ils n'ont pas pu, alors ils ont remporté la bataille, mais ils n'ont pas pu récupérer les corps, les ramener à Athènes pour qu'on leur offre une sépulture. C'est considéré comme un acte d'impiété. Ils rentrent à Athènes et un procès s'organise, alors même qu'ils ont remporté la victoire militaire, et alors que d'un point de vue militaire, quand même, tout va plutôt très mal pour Athènes en 406. Et ils sont tous condamnés à mort, dont Périclès le Jeune. C'est-à-dire que même le fils de Périclès est condamné à mort. Et ce qui explique la raison pour laquelle la famille de Périclès disparaît, la branche de Périclès disparaît de nos sources. Bon, et il y a par ailleurs la procédure d'ostracisme, qui permet d'obliger un individu qui aspirerait à la tyrannie dans la cité, l'obliger à partir 10 ans. Donc le procédure de contrôle des magistrats est vraiment très très puissant dans le fonctionnement de la vie de la cité. Après, il y a des groupes de pression. C'est ce que les textes anciens présentent comme les hétéries. C'est-à-dire des groupes d'individus, et on les voit agir, disons, à l'Assemblée, où ils tentent de convaincre les Athéniens de voter en faveur de telle ou telle position. Ils manipulent l'ordre du jour de l'Assemblée. Voilà. Ça c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement, mais c'est pas des groupes non plus formellement constitués. Pouvez-vous nous dire un mot de ce contenu finalement, puisque on ne sait pas, enfin on ne comprend pas tout à fait ce qu'il y a derrière ce mot d'enseignement et de connaissance et de savoir, et puis quid du fait religieux, ou en tout cas du culte religieux. Vous parliez d'impiété finalement, qu'est-ce qui structurait cette société démocratique en termes de croyance et de culte religieux? C'est vraiment deux énormes questions. La première, c'est en fait assez difficile de répondre, puisque sur les écoles philosophiques et ce qu'on y enseignait, notre source essentielle, c'est un texte du 2e, 3e siècle de notre ère, de Diogène Laërce, qui raconte un peu le fonctionnement de ces écoles philosophiques, mais il parle quasiment jamais d'enseignement. Ce dont il parle, c'est notamment de l'organisation de fêtes à l'intérieur de ces écoles, de rituels, de rites rendus notamment en mémoire du fondateur. Donc on sait par exemple qu'à l'intérieur du jardin d'Épicure, il y a un sanctuaire spécifique pour Épicure, et on rend des cultes réguliers à Épicure et à sa famille.
donc le 8 de chaque mois pour un culte pour la mère d'Épicure. Bon, avec une héroïsation comme ça de la figure du fondateur, on a la même chose concernant Platon. À propos du lycée, il raconte aussi, par exemple, la pratique très régulière du banquet à l'intérieur du lycée, avec le chef de banquet qui est désigné tous les jours, et tous les jours on change de chef de banquet. Bon, l'archonte du banquet. Voilà le genre de choses qu'il décrit. Maintenant, comment fonctionnait l'enseignement à l'intérieur de ces écoles, c'est beaucoup plus difficile à savoir. Et là, en réalité, on entre dans une toute autre discussion, mais la discussion porte beaucoup plus en fait sur le lycée que sur l'académie, parce que pour l'académie, c'est vrai, on n'a pas les sources pour le dire, mais sur le lycée, alors là, pour le coup, la discussion, si vous voulez, elle consiste à prendre les textes du corpus aristotélicien et essayer de comprendre dans quel contexte ils ont été élaborés. Parce que il est quand même, c'est à peu près sûr que c'est avant tout, pour beaucoup de ces textes, c'est un contexte d'enseignement à l'intérieur du lycée. Donc, on pense que, par exemple, la politique, ce qu'on appelle la politique d'Aristote, c'était des notes qui servaient ensuite pour un enseignement oralisé, pour un enseignement oral à l'intérieur du lycée. Voilà. Pour le lycée, mais là c'est surtout à l'époque hellénistique, il y a toute une discussion pour savoir si on entre dans le lycée. C'est-à-dire que manifestement il y a des individus qui entrent dans cette communauté et qui vivent presque jusqu'à la fin de leur jour dans cette communauté et qui se donnent véritablement à la philosophie, et d'autres qui n'y sont en réalité que comme élèves, et qui au bout de 2 ans, 3 ans d'enseignement vont rejoindre la vie civile. Comment est-ce que ces deux types d'étudiants cohabitent? Tout ça, c'est très difficile à élaborer. Mais sur le contenu même de l'enseignement dans ces écoles, on ne sait pas très bien. On ne sait pas très bien. Et par exemple, il y a un énorme problème qui consiste à comprendre la façon dont les dialogues socratiques, par exemple de Platon, est-ce que c'est des textes que Platon a écrits tout seul, mais à distance de l'académie? Est-ce que c'est des textes qui étaient travaillés à l'intérieur de l'académie? Tout ça je veux dire, il y a des hypothèses vraiment depuis 20 siècles au moins, et c'est très difficile de trancher. Dernièrement, il y a un chercheur italien qui a proposé quelque chose de très beau, qui est assez convaincant, qui consiste à penser que les dialogues socratiques étaient des spectacles, ce qu'il appelle des spectacles de chambre, qui pouvaient être joués à l'intérieur de l'école, mais aussi chez les particuliers. Où il faut imaginer des individus qui se donnaient les rôles, l'un jouait Socrate, l'autre. Bon, voilà. Mais c'est extrêmement spéculatif. On a vraiment très très peu d'éléments pour le dire. Alors pour la religion, oui. Alors dans le cas de Socrate, il a été condamné pour impiété. Il faut bien voir que c'est le seul cas véritablement avéré d'intellectuels condamnés pour impiété durant toute l'époque classique. Oui. Donc c'est le seul cas dont on est absolument sûr. Et si Socrate a été condamné à mort, c'est parce qu'il l'a voulu. Enfin, c'est quand même, c'est lui qui a accepté que non pas de partir en exil ou d'être condamné à une amende très forte, mais que ce soit la mort qui soit prononcée contre lui. De manière générale, on est quand même obligé de dire que c'est une religion qui est infiniment intégratrice et tolérante. Je veux dire, au sens où il y a des Phéniciens, par exemple, à Athènes au IVe siècle, qui sont présents. On leur laisse pratiquer leur culte. De toute façon, au bout d'un certain moment, si leur Dieu semble efficace et plaisant, on l'intègre au polythéisme. On le duplique, on lui crée un sanctuaire, etc. C'est quelque chose qu'on voit quand même régulièrement jusqu'à la fin de l'époque hellénistique, l'intégration des divinités égyptiennes,
etc. Bon, après, c'est une religion sans texte, sans clergé, donc sans orthodoxie, sans clergé pour faire respecter cette orthodoxie. Bon. Donc la définition de l'impiété, de toute façon, est très très différente de ce que nous on entend en termes d'hérésie, etc. Ça n'a vraiment rien à voir. Oui, merci monsieur. C'est comme les bonnes séries, on a envie d'avoir l'épisode 2. Donc je souhaiterais savoir qu'ont fait les Romains de cette découverte de la démocratie athénienne. Au moins, ce serait peut-être l'objet de notre exposé, mais au moins sur les grands principes, est-ce qu'ils ont repris ou modifié fondamentalement Non, mais les Romains, ils connaissaient le modèle démocratique au moment où ils conquièrent la Grèce, et pour eux, ça faisait partie. Enfin, si on en croit, en plus que raconte Polybe et puis les auteurs du 1er siècle, ils imputent en partie la défaite des cités grecques au modèle démocratique. Donc pour eux, le modèle républicain, il y a tout un discours des Romains, mais qu'une partie des élites grecques a totalement adopté, comme Polybe, consistant à dire les Grecs sont infiniment supérieurs en termes de culture, d'héritage historique, intellectuel, etc. Mais les Romains ont inventé, d'un point de vue institutionnel, quelque chose d'extraordinaire, qui sont les institutions républicaines, quelque chose à toute épreuve, grâce auquel, enfin c'est le grand texte de Polybe, grâce auquel ils ont conquis toute la Méditerranée. Je crois qu'il y a quand même un consensus, au moins dans l'élite romaine, là-dessus. Et je crois vraiment pas qu'il y ait dans toute l'histoire romaine il y a des moments, disons, plébéiens, il y a des moments révolutionnaires à la limite dans l'histoire romaine, mais il s'est jamais placé sous l'égide d'une référence à ce que fut la démocratie en Grèce. Vraiment. Une avant-dernière prise de parole. Oui. Je suis à côté de vous. Est-ce que la notion de séparation des pouvoirs, qu'est-ce que ça donnerait quand on regarde la démocratie à Athènes ? Est-ce que ça donne quelque chose ? La notion de séparation des pouvoirs telle qu'elle est conçue par Montesquieu pour définir la démocratie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, à Athènes, peut ressembler à cette structure qui, pour nous, est si fondamentale pour que règne un gouvernement démocratique ? Ah non, vraiment. Vraiment pas. Ah non, pas du tout. Non. Enfin, la distinction exécutif, législatif, judiciaire, elle est absolument impensable. Mais d'abord parce que la distinction entre... Les magistrats ne sont pas pensés comme l'exécutif qui se distinguerait du législatif. Ils sont pensés vraiment comme l'incarnation du peuple. Malheureusement, parfois, ils sont tellement... Enfin, d'où toutes ces procédures pour les garder sous le contrôle du peuple. Mais la distinction entre l'exécutif et le législatif, elle ne marche pas quand on veut décrire le fonctionnement institutionnel. Et avec le judiciaire, absolument pas. Parce que le judiciaire est conçu, du début jusqu'à la fin, comme pleinement politique. Mais au sens, tout simplement, où les juges c'est le peuple. Exact. Donc, il n'y a pas moins de légitimité... d'une décision prise par des juges qui sont tirés au sort, c'est pas moins légitime politiquement qu'une décision prise par les assemblées, les Athéniens réunis en assemblée ou à l'intérieur du conseil. Et l'exécutif, c'est qui prend la décision ? C'est le peuple. C'est exécuter. Pas simplement pour choisir, mais pour exécuter. Parce que gouverner, c'est pas simplement délibérer, c'est appliquer un choix. Oui, mais alors, dans ce cas-là, je veux dire les magistrats. Ils veillent à l'application de la décision eux-mêmes. Bien sûr, mais alors, d'un point de vue légal, ce qui est très compliqué, c'est que comme il n'y a pas de représentation au sens strict, un magistrat n'agit pas pour la cité. Un magistrat... donc, ce qu'il fait, ultimement, il est responsable sur ses propres biens.
Et ce qui est quand même un très gros problème, puisqu'il n'y a pas c'est vraiment le concept de représentation qui n'existe pas. Une dernière prise de parole, et après on aura l'occasion de manger avec Monsieur Ismar et de discuter. Je vous en prie. Merci beaucoup pour toutes ces informations passionnantes. Ma question, c'était plus par rapport à la démocratie telle qu'elle s'exerce aujourd'hui. Avec le recul que vous avez, peut-être votre connaissance de démocratie à l'étranger, est-ce que vous auriez une vision, en fait, ou un avis sur les évolutions possibles? On entend régulièrement des partis politiques qui proposent des changements dans les institutions, dans la façon d'exercer la démocratie. Est-ce que vous avez un point de vue sur ces questions et des idées d'évolution aujourd'hui? Non, mais enfin, non, mais j'ai pas des idées très précises, sauf que je suis très très attaché à l'idée quand même. Enfin, je suis très attaché à l'expérience athénienne, donc je suis assez attaché quand même à l'idée que déjà il y a un problème d'emblée entre la démocratie et la représentation, c'est deux choses différentes et deux choses en partie contradictoires. Donc spontanément, mais c'est pas très réfléchi. Moi, je suis favorable à la multiplication des espaces de délibération, à toutes les formes d'expérience de démocratie directe telles qu'elles peuvent exister. On avait un projet avec des collègues qui était mais peut-être que ça va se faire, mais qui était de remonter l'équivalent des institutions athéniennes à Besançon, en fait, en Franche-Comté. Et parce qu'il y avait un grand financement pour ce projet-là, et ce qui était, en fait, pour l'instant ça avance pas énormément, mais ce qui est frappant en fait, c'est que l'idée, c'était sur l'ensemble d'une population, sur l'ensemble de la population de Besançon et de l'agglomération de Besançon, on aurait constitué une assemblée ouverte à tous, un conseil des 500. Avec 500 personnes tirées au sort, il y avait donc on en était au stade où il fallait constituer la cohorte d'individus à partir desquels on pouvait pratiquer le tirage au sort, mais ça suppose d'avoir énormément de monde, etc. Bon, mais le truc avait pas mal avancé, hein, tout était en place. L'idée, c'est que ils débattraient sur des grands débats régionaux, donc qui sont un peu les mêmes que ceux qui étaient ceux du Conseil régional. Ce qui était intéressant, c'est que quand ça s'est mis en place, il y a eu quelques mois où on a réellement pensé que ça se ferait parce que des fonds s'étaient libérés, parce que ça supposait quand même d'indemniser les gens, puisque à Athènes, les membres de la Boulée, les membres du tribunal étaient indemnisés pour leur participation à la vie politique. Hein, ils étaient tous indemnisés au même niveau pour pas perdre une journée de travail. Et là, il aurait fallu ça. Donc c'était compliqué. Mais le principe de base des institutions qu'on imaginait, c'était quand même, surtout avec le Conseil, le tirage au sort. Les quelques mois où on s'est dit que ça allait vraiment se dérouler, ce qui était fascinant, c'est que à ce moment-là, les partis politiques locaux ont dit mais c'est complètement absurde votre truc, puisque vous allez faire débattre des gens qui n'ont aucune compétence sur le sujet. Qui sont qualifiés, alors que nous on a des super militants qui ont des points de vue formidables à faire partager, etc. Et par ailleurs, il y avait une peur de la part du Conseil régional. Mais ça je comprends, c'est-à-dire qu'ils se disaient, imaginons que ça marche vraiment, ce groupe aurait jamais eu, de toute façon, jamais aucun pouvoir, mais si sur chaque décision que prend le Conseil régional, le groupe des 500 était amené à prendre un autre avis, etc., ça aurait créé évidemment éventuellement un problème. Mais la peur que ce genre d'expérience suscite dans un univers politique, qu'on connaît tous, entre les partis, des institutions comme celle du Conseil régional, c'était quand même frappant. Et voilà. Pour l'instant, c'est en stand-by. Voilà. Alors, on a une toute dernière question à Lorient, puisqu'il est caché. Question rapide. Que pensez-vous donc du système de fonctionnement de la démocratie suisse et de leur système de votation? Est-ce qu'on ne pourrait pas s'en inspirer en France pour élargir notre socle justement démocratique?
Mais en France, ça signifierait... en France, ça consisterait à permettre à des propositions par voie de pétition de donner lieu à des référendums. Oui. Après, je veux dire, à l'échelle de la France, moi, j'ai pas l'impression, je suis pas sûr que le référendum, ça donne lieu à chaque fois à des débats publics ou à une élaboration. Enfin, pour moi, c'est quand même pas le cadre idéal de développement de la réflexion collective, quoi, le référendum. Donc, merci pour votre intervention et d'avoir répondu aussi consciencieusement aux questions. Nous